Mesdames et messieurs, j'ai aspiré aux plus hautes fonctions de notre pays en raison de ma révolte contre notre pauvreté collective et récurrente, malgré notre potentiel. L'état des lieux, réalisé ces 9 derniers mois sur la situation économique et sociale du pays, révèle une situation encore plus critique que celle que nous avions diagnostiquée. Le fléau de la pauvreté gagne chaque jour du terrain. Des pans entiers de notre économie sont asphyxiés. L'état de nos infrastructures, trop longtemps laissées à l'abandon, paralyse les activités et freine le développement. Nos services sociaux ne répondent pas aux besoins minimums de la population. Notre système éducatif, le terreau de notre avenir, est défaillant. Et pourtant, jamais je n'ai été aussi confiant en l'avenir de notre pays. Je suis confiant car je connais le dynamisme et le talent du peuple béninois. J'ai confiance en sa maturité démocratique et sa capacité à se lancer dans des changements radicaux de manière pacifique. J'ai confiance dans les atouts formidables de notre pays et dans ses richesses inexploitées. J'ai confiance parce que j'ai la certitude qu'une équipe de dirigeants bien inspirés et compétents est capable de mettre en œuvre avec succès un programme de relance rapide de notre économie dans un environnement apaisé de démocratie et de liberté. Cette équipe, mesdames et messieurs, elle est devant vous cet après-midi. Il est inédit que l'ensemble du gouvernement s'adresse collectivement à la nation pour expliquer précisément son programme d'action. J'ai personnellement tenu à ce qu'il en soit ainsi pour partager avec la nation la feuille de route que nous avons fixée pour les prochaines années. J'ai la conviction que c'est par la force de nos engagements et notre transparence que nous obtiendrons l'adhésion de la nation. Car si un gouvernement doit fixer le cap, c'est le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation. Car si un gouvernement doit fixer le cap, c'est avec le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation que nous parviendrons à relever le formidable défi qui nous est lancé. Avant de laisser la parole au ministre, je voudrais vous expliquer le but de mon action. Au fond, quelle est mon ambition? Que le niveau de vie des Béninois soit considérablement amélioré d'ici 2021. Que le Bénin demeure un pays de paix et qu'il soit également un terreau d'épanouissement pour chacun d'entre nous, dans notre famille, dans notre communauté et dans notre travail. Que le Bénin soit un pays de dynamisme de création, accueillant des investissements en provenance du monde entier et offrant un cadre plus propice à l'activité économique. Que le Bénin soit un pays de justice sociale, où l'accès de tous aux services de base sera enfin garanti. Que le Bénin soit un pays de liberté qui donne sa chance à chacun, où l'effort est récompensé. Que le Bénin soit un pays respecté par la communauté internationale. J'ai souhaité que le programme d'action du gouvernement porte un nom qui symbolise notre démarche. Ce nom, c'est le Bénin révélé. Je crois en effet qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Trop de Béninois, trop de Béninois méconnaissent encore la force de leur pays. Trop d'investisseurs ignorent ses atouts. Il est urgent de remédier à cela. Et nous avons entre nos mains tous les atouts pour y parvenir. Nous bénéficions de notre rôle, celui que vous avez confié, est de définir une stratégie claire, capable de relever le défi qui nous est commun, sortir le Bénin de la pauvreté. Consolider la démocratie, les libertés, pour lesquelles notre pays a déjà fait un chemin remarquable. Je vous répète,
comme j'ai eu à le dire plusieurs fois pendant la campagne, je ne vais pas vous décevoir. Les feux sont verts ou rouges? Mais c'est rouge vif. Rouge vif. Alors, vous prenez quelques secteurs? Alors, je prends la situation économique. Oui. C'est-à-dire, ce serait se leurrer que de croire qu'aujourd'hui nous sommes dans de beaux draps. La situation économique est catastrophique. Il y a mévente généralisée. La situation financière, c'est chaotique. Le budget 2017 qu'on a voté à 2010 milliards, je l'avais dit en son temps, j'étais le seul à l'avoir dit que c'est un budget irréaliste et irréalisable. On a demandé à couper ma tête partout. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes en juin, donc la moitié de l'année, qu'on nous dise le taux de réalisation de ce budget-là. Il y a des ministères, la plupart des ministères même n'ont pas encore validé le PTA, le plan de travail annuel. Mais sans le PTA, quel budget voulez-vous exécuter? Quel est le niveau de mobilisation aujourd'hui? Les commerçants qui doivent apporter, qui doivent payer les impôts et autres là, les plus gros, on est en train de les massacrer. Les petits, qui au moins contribuent un peu, qui sont au bord des voies, on les a tous chassés, on les a tous cassés. Pensant à transformer Bénin en Paris, Bénin en je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, c'est les eaux qui prennent d'assaut. Je veux même qu'on aille également, même, comment vous appelez ça, l'opération qu'on avait, déguerpir l'eau également. Déguerpissement de l'eau. Comment ça pourrait se passer? Ah, mais ça arrive parce qu'ils ont occupé aussi le domaine public. Non, mais quand vous parlez, je m'avais directement dans le secteur portuaire, nous avons appris récemment qu'on veut avoir un mandataire. Alors, en tant que ministre de l'économie maritime en son temps, que répondez-vous à cela? Oui, ancien ministre de l'économie maritime. Ancien ministre. Oui, vous savez, non, toutes les réformes, moi je ne suis pas contre les réformes. Mais il faudrait des réformes sensées, des réformes bien réfléchies. Je vais commencer par vous étonner. Est-ce que vous savez que la création du port, c'est à partir d'une ordonnance qui a valeur de loi? Est-ce qu'en matière de normes juridiques, on peut se lever seulement décider en Conseil des ministres qu'on va confier le port à un mandataire? Le plus grave, vous savez, comme on le dit, le port, c'est le poumon de notre économie. Déjà, les activités sont en berne, sinon en chute libre. Je suis d'accord. Raison pour laquelle il faut effectivement penser, réaménager les choses, revoir le mode de gestion pour pouvoir donner un peu plus de souffle. Mais lorsque vous décidez par exemple de confier le port à un mandataire, il aurait fallu faire un débat inclusif, associer les connaisseurs. C'est-à-dire, la plateforme portuaire, c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'opérateurs. Les associer pour une réflexion. C'est vrai, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Il y a les travailleurs, les salariés qui sont là. Il faut également les interroger pour savoir ce qu'ils font. Mais lorsque je vois que dans le DAO, le dossier d'appel d'offres, on parle que celui qui va être recruté, c'est lui qui va choisir son personnel compte tenu de la mission qui va lui être assignée. Vous voyez déjà le danger social qui part dans l'horizon. Vous voyez déjà tous les emplois qu'on a déjà sacrifiés dans le secteur. Et on va également dans le secteur portuaire. De cela, il y a quelques jours, pour être plus précis, le mercredi dernier, vous avez auditionné ceux qui ont été licenciés et des structures agricoles. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que peut-être le gouvernement est en train de vouloir aller pas à pas pour après créer d'autres emplois ailleurs? Puisqu'il y a de nouvelles structures qui sont en vue de création. Kader, vous me faites rire. C'est un peu comme si nous vivons dans deux pays différents. Vous voyez, le seul régime à son avènement. C'est ça le mal. Et c'est en ça que moi j'ai eu à dire au président un jour, ceux qui viennent le voir pour lui dire, il dit, le temps va arriver, sera que je suis celui qui l'a aidé le plus pour son régime. Parce que j'ai été ministre, je sais de quoi on parle. On ne peut pas se lever sans un diagnostic approfondi pour dire qu'on fait des réformes, écrire sur papier des agences. Des structures sont déjà là. Aujourd'hui, même si on dit on a trouvé, je ne crois même pas encore à ça, on a trouvé 450 000 tonnes de coton, je ne crois même pas encore à ça, même si c'est le cas, ce sont les réformes en cours qui avaient été opérées dans ce secteur, des jeunes que nous avions recrutés, qui ont aidé à encadrer les paysans et autres pour atteindre ce résultat-là. Vous vous levez, vous les renvoyez tous. Vous avez parlé des agences qui aujourd'hui n'existent que sur des papiers. Vous supprimez Kader, vous supprimez ONASA, vous supprimez ONS, vous supprimez CAIA, vous supprimez tout. Et finalement, l'agriculture devient quoi? Alors, c'est ça le problème. Donc, l'agriculture est dans un déclin. Vous allez voir. J'avais dit depuis des mois. Il y aura une rénovation. Non, mais la rénovation, c'est ça que je dis. Il y a un processus. Vous voyez, le changement, ça c'est un système. C'est tout un mécanisme qui se conduit. Donc, vous ne pouvez pas décider de faire des réformes sans avoir réfléchi, pensé sérieusement. Donc, les agents que vous voulez créer, rien n'est encore prêt. Mais laissez les autres structures qui sont là continuer. Ou si vous créez, prenez une partie peut-être de ce personnel-là que vous allez reverser. Vous les remerciez, ils sont tous à la maison.
ils ne font plus rien. Et quel est finalement leur sort, les agents qui sont Mais lorsque nous remerciés dans avons cette société? écouté le mercredi, on a constaté que il y a des gens même qui sont déjà complètement déjà licenciés. Il y a des gens qui sont à la maison qui ne savent pas à quel sens se vouer. Il y a des gens, on leur dit qu'ils vont faire encore des tests. Mais regardez, vous voyez, c'est là où il y a un problème, franchement. Moi, je dis, le président Talon, avec tout ce qu'il avait reproché à notre régime, il faudrait qu'il sache écouter son peuple. On a voulu faire même un test au niveau de l'agriculture. Et on a donné les critères. Vous savez que dans la fonction publique, après 40 ans, vous ne pouvez même plus postuler à un concours. Mais pour recruter ces gens-là, on a donné l'âge. On est allé jusqu'à 60 ans. 60 ans, vous m'entendez bien? 60 ans. 60 ans. L'âge où il faut aller, même à la retraite pratiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les papas qui sont même déjà prêts à la retraite vont concourir avec leurs enfants qui sont au chômage. Mais ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Ça veut dire qu'on avait d'anciens copains avec qui on a joué sur le coton, qu'on a voulu faire revenir. Et c'est pas pour rien que ces histoires de loi sur les C'est pas mauvais de les remercier quand même, s'ils ont œuvré pour l'avènement du nouveau départ. Puisqu'ils ont saclé. Maintenant, vous voulez commencer aussi par remercier les gens. J'ai appris que vous voulez faire la rupture. C'est vous qui remerciez, je crois. Ah non, vous voulez commencer à remercier les gens aussi également. Parlons de, comme on appelle, de la fonction publique quand même. Est-ce que vous ne voyez pas quand même qu'il y a vraiment un problème fondamental aujourd'hui? Parce que les gens n'apprécient pas trop le service qui est donné. Par exemple, on attend bientôt l'annonce de la privatisation du CNHU, du Centre national hospitalier. Est-ce que vous ne voyez pas que les services qui sont rendus dans ces hôpitaux ou dans ces structures publiques ont peut-être un problème et qu'aujourd'hui il faille quand même restaurer le blason? Non, comme je l'ai dit, vous voyez, c'est-à-dire les réformes, il faut réformer les choses, il faut revoir les choses. Mais je dis c'est la méthodologie pour y aller qui pose problème. Vous savez, ce débat de CNHU, moi je n'ai pas voulu mener ce débat parce que lorsqu'on avait parlé d'affermage des hôpitaux de zone de Djougou, Kobe et Djidja, j'étais monté au créneau dans les télévisions, sur les radios, tout ça là, mais je sais tout ce que les gens ont raconté. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'écoute même les praticiens hospitaliers parler, parce qu'en ce moment, c'était trop tôt. Le gouvernement venait d'arriver, tout le monde espérait avoir un poste de ministre, de DG, tout ça là, tout le monde se taisait. Aujourd'hui, on est là. L'administration, vous voyez, c'est vrai que l'administration avait des insuffisances. Mais aujourd'hui, on est en train de tuer l'administration. Et comme je l'ai dit, on a déstructuré l'administration publique. Pourquoi? Alors, que faut-il faire? Mais que faut-il faire? C'est ça que je dis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de faire une réforme alors que vous ne connaissez même pas le secteur. Parce que la plupart de ceux qui sont... mais il a des conseillers qui peuvent lui dire, qui peuvent lui renseigner sur le secteur. Mais il faut être attentif aux conseils. Puisque vous êtes homme d'affaires, vous êtes venu avec des gens du privé, des gens qui étaient avec vous dans le privé. C'est eux que vous avez... Allez à la présidence. On a renvoyé pratiquement tous les fonctionnaires qui sont là. On les a envoyés dans les ministères. On est venu avec les gens de je ne sais pas quoi, des sociétés qui hésitaient, tout ça là, qui ne connaissent rien dans l'administration. Mais c'est un art. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une école d'administration. C'est une science. Donc, vous avez ceux-là qui ne connaissent pas et vous dites que vous voulez changer. Et mieux, on a démotivé le personnel. On a supprimé, sous prétexte qu'on veut faire des économies, on a supprimé toutes les primes et hausses là. Et ces économies-là sont allées où aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est sur les réseaux sociaux, comme nous sommes dans un pays de réseaux sociaux, que j'ai vu les salaires, les nouveaux salaires des ministres, les nouveaux salaires des préfets, tout ça là. Et finalement, pourquoi on est en train de priver le personnel? Donc, vous trouvez aussi que le salaire d'un préfet, par exemple, au Bénin, à l'heure du nouveau départ, est exorbitant? Je ne veux même pas apprécier si c'est exorbitant ou si c'est peu. Mais on n'a pas parlé de l'aéroport également. L'aéroport, oui, mais l'aéroport pratiquement, vous voyez, c'est qu'on a voulu aussi privatiser, aussi, c'est pas encore déjà privatisé même. Vous voyez, vous avez vu que là aussi, c'est dangereux. Récemment, il y a les gens de la SECNA qui ont décidé d'aller en grève parce que là, il y a deux secteurs en réalité, hein, quand vous parlez de l'aéroport. Il y a ceux qui font la navigation et ceux qui font les travaux au sol. Et vous savez que nous sommes dans une institution régionale. Si jamais ceux-là faisaient grève, c'est notre pays qui risque d'être isolé. Parce que ce soit l'aéroport, que ce soit le port, il y a des normes internationales. Donc il y a des gens qui regardent ce qui se passe. Et là aussi, moi je voudrais qu'on ne mette pas le gain, le profit. On est en train de gérer une nation. Ce n'est pas une société commerciale, une nation. Il y a trop de paramètres. Et si on gagne pour construire la nation? Si. On gagne pour construire la nation? Et on gagne quoi? Le gain, puisqu'on parle de gain. Mais ça va dans des poches privées. C'est ça le domaine. Mais c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment qu'il y a un problème au niveau de la qualité des services qui sont donnés dans ces différents lieux? Non, je dis il y a effectivement un problème de qualité. Alors que faut-il faire? Non, que faut-il faire justement pour résoudre le problème? C'est de faire des réformes. Ce n'est pas de confier
ces trucs-là à des privés. C'est pas ça qui va régler le problème. Écoutez. Parce qu'on sait que le privé, quand il est à la recherche du gain, et c'est le travail bien fait. Et c'est pour ça que vous allez donner l'administration publique à des privés. Mais ils viendront privatiser même ton foyer. Honorable Valentin Dianonté, nous allons parler de l'Assemblée nationale, parce que vous êtes député. Il faut bien qu'on en parle avant que vous ne quittez ce plateau. Les lois votées récemment à l'Assemblée, par exemple, le code foncier ou encore la loi sur l'identification, on peut en savoir un peu plus? Oui, voilà des problèmes. Et moi, c'est ça qui me met mal à l'aise avec mes collègues. Je prends la loi sur l'identification. Vous avez dit qu'on était allé à Dassa. Bien sûr. Et c'est là où certains pensent que je suis extrémiste, il est opposant, il faudrait, moi je dis la meilleure manière pour aider un chef, c'est de lui dire la vérité. Le chef n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, c'est pas possible. Encore que, on nous a fait croire que ces 12 lois qu'on nous a données, tel que les choses étaient parties là, c'est que les yeux fermés, bon, après le séminaire, on vient, on allait tout voter. Mais on a bagarré dur pour aller en commission. Il y a des trucs qui continuent d'être étudiés encore en commission jusqu'à ce jour, contrairement à ce qu'on nous faisait croire. Vous prenez la loi sur l'identification par exemple. Désormais, il y aura pour faire la carte d'identité nationale, il va falloir payer 10 000 francs. Ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, quand on était à Data, je l'ai dit, mais ça fait une augmentation de 300%. Parce que moi, je croyais même que les cartes d'identité, c'était à 2500. C'est quand je suis rentré qu'on m'a dit que c'est à 2400. Même si je considère les 2500 francs, ça fait une augmentation de 300%. Mais écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, oui, on va me dire que ça va être désormais une carte d'identité numérique. Soit. Mais nous, avant d'aller aux examens, on sait combien d'enfants vont nous voir, combien de parents nous appellent pour les aider à faire des cartes d'identité à leurs enfants. Mais c'est grave. Et on a fait des calculs sur papier là, on a fait des extrapolations pour dire on va dépenser tel nombre de milliards, on va gagner. Mais encore que, avec tout ce que nous avons fait avec les LEPI, on a englouti des milliards dans les LEPI. On nous avait même, pas nous, j'étais même au gouvernement, on allait se servir de la carte électorale pour en faire des cartes d'identité. Pourquoi ne pas utiliser ces données qui sont déjà dans la base de données pour pouvoir améliorer les choses? Et mieux, je me rappelais qu'il y avait même eu un conseil des ministres, et c'est ça que je leur ai dit, où le marché pour l'identification a été déjà attribué à un opérateur avant même que la loi. Moi j'ai compris qu'on veut se servir de nous juste pour avoir un soubassement juridique pour justifier ce qu'on veut faire. Mais moi je ne suis pas dans ce tableau-là. Alors, donc finalement, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on veut chercher par tous les moyens à ruiner le peuple. Maintenant, avec 60 députés à l'Assemblée, on peut vous endormir. Allez-y. Non, justement. Maintenant, allons sur le code foncier. Le code foncier, effectivement, bon, il y a certaines expressions qui sont parties, tes petits fonciers qu'on a ramenés, on a regardé. Mais le vrai but, et c'est ce que les gens ne savent pas, j'ai fait le débat à Dassa et en commission, je l'ai dit également. Si vous prenez le rapport de la commission, j'étais le seul à m'opposer. J'ai dit de mentionner dans le rapport que je suis contre. Simplement parce que dans le nouveau code, on a mis une nouvelle taxe qu'on a appelée redevance foncière. Et on a dit que c'est pour faire les aménagements. Ouais, on a parlé de quoi? Je n'ai jamais pu me garder correctement le mot affatage, mais je ne sais pas comment vous appelez ça. Où le président va maintenant goudronner toutes les rues des grandes villes, les rues. Ça vous dit quelque chose? On n'a même pas pu encore relier toutes les communes entre elles par le goudron, tous les départements entre eux par des goudrons. C'est grave, ce qui est dans ce pays-là. C'est plus que de l'utopie même. On va goudronner toutes les rues de Cotonou, de Calavi, de Parakou, de Djougou. Quand même, arrêtons. Et pour ça, on instaure maintenant une redevance qu'on a appelée redevance foncière. On dit c'est de ça qu'on va se servir pour faire. Je dis, mais moi, mes gars qui sont à Souava, mes gars qui sont dans les villages de Zé et autres, là, qui sont à Corvée, qui sont à Malanville, tout ça, là, qu'est-ce qui fait le problème? Et ceux-là, parce que c'est un impôt national, ils vont aussi cotiser dans cette caisse-là. Ils vont pas sur des bonnes routes, ils vont marcher avec les mains dans la poche. On va prendre quelques deux rues qu'on va faire, et on va dire c'est fini, l'argent n'est plus. Alors que lorsque vous instituez, ça devient permanent tout le temps. Oui, c'est ça le problème. Donc moi, je sais, il y a encore une manière d'escroquer. Franchement, je dis ça énerve les gens, mais moi, je continue de le dire. De ruiner le peuple, alors que les gens manquent du minimum aujourd'hui. On ne fait rien pour aider le peuple, et c'est comme si on veut pressurer. C'est comme si même il y a une sanction divine qui est en train de tomber sur le Bénin. On veut pressurer le peuple. Donc à ce niveau, mais c'est pas fini. Non seulement on a institué cette redevance foncière, mais on a mis encore d'autres clauses. C'est ça qui est dangereux. On dit lorsque vous ne payez pas, la zone où vous êtes là, vous n'avez pas le droit d'avoir l'électricité. Vous n'avez pas le droit d'avoir l'eau. Quel lien y a-t-il? Les gens à le faire. Très bien. Maintenant, lorsque vous les avez déjà, si vous avez déjà l'eau, vous avez déjà l'électricité et que vous ne payez pas, on viendra vous couper ça. Oui, quel est le lien? Écoutez, il y a un problème. Quel lien? Moi, j'ai souscrit à une police, avec un contrat, avec la SBE, avec la SONER pour avoir l'eau et l'électricité.
Quel est le lien avec la redevance foncière? Encore que, il y a déjà l'impôt foncier. Il y a l'impôt foncier qu'on payait, l'impôt foncier bâti, qu'on payait pour la même terre, le même sol. Toujours pour cette histoire de route là. Il y a déjà pardon. Vous voyez, je sais bien que quand vous n'aimez pas qu'on parle du gouvernement. C'est en autre temps là, on est prêt à nous critiquer. Je ne fais pas des critiques, je suis objectif. Il y a d'abord l'impôt foncier qu'on payait sur les terres, toujours pour la même route là. Il y a déjà l'entretien routier qui existait. Mais récemment, on a institué encore une taxe dans le budget qu'on a payé pour les voitures, les 40 000, les 60 000, tout ça. Toujours pour la même route, pour la même matière, on ne fait que multiplier les impôts, les taxes et autres là. Mais arrêtons quand même. C'est pour rendre Cotonou comme Paris ou comme Washington. On n'a qu'à rendre Cotonou comme, je ne sais même pas quelle ville même je vais appeler. Et Agra vous donne déjà des signaux. Des signaux forts. Dans ton pas, on n'a même pas pu encore ramasser les ordures. Aou. Aou. Nos plaques sont parties à cause de l'eau. Aou. Hein? À cause de l'eau, c'est parti. Hein? Tielo di bayi Kalavicota Beme Ferreri Osomo we yo yodo pavio de ak pen le bien e bako Beme ya bome kanvio e wa de ri do ka gbon fi bi do fi ide bo e na wi to bi to si do mo na ko edo gbagbe won ti onu eri nu to bi to si e ma ko kansiki tabi gbagbe won ti an e na ko ma do etaku Bẹ́ẹ̀mẹ̀ torí tó sísìn gbẹ́kárí erie àzọ̀ pé èrò ìrọ̀ ẹgbò máa fútu ẹ̀wọ̀n yọ ó yí mẹ́rin lówó kùn tó gùn kámẹ̀ gómẹ̀ ẹ̀rẹ̀ òwú tó tó pẹ́ tán mọ́ pọ́n káká wọ́dọ̀. Vivi mon pando alio, les alio adiri. Mais il me ressort attaque nous pour akpalo pomi le. Yo we me me lobo lo tintin wele. Amaza attaque nous pour akpalo pomi a siko wa. Alio bien clé. Mais ça t'allait dire, il y a des temps et des mene. Mais ko do mi do amaza attaque nous akpalo pomi a siko ta ça ali le. Ils appellent le chef de l'État à l'aide, les habitants de Togba, au Wedo, à Khosoubetaye environ. Les dernières pluies tombées sur le sud du Bénin ont mis hors d'usage l'axe Kalavik-Pota-Wedo. Le pont en construction juste avant le marché de Togba est envahi par l'eau de ruissellement. Que ce soit pour automobilistes, motocyclistes ou piétons, impossible de rejoindre le centre-ville. Cet usager de la route garde pourtant l'espoir de pouvoir passer. Mais le constat sur le terrain est loin de le rassurer. J'espère, mais actuellement, vous voyez que tout est bloqué. On ne peut pas passer, vous voyez, on ne peut que solliciter et appeler le président au secours pour que rapidement cette voie puisse être faite. Les piétons qui sont obligés de se faire aider par les jeunes de la localité se plaignent. Le passage ici est très difficile, c'est même impossible. Ils ont lancé les travaux de réhabilitation de cette route il y a longtemps. Ils ne finissent pas. L'entreprise en charge des travaux a déjà pratiqué des trous en vue de la construction d'ouvrages d'assainissement. L'eau de ruissellement y a trouvé un conduit naturel. Dans son passage, elle emporte arbres, poteaux électriques et fondations. Les poteaux sont en train de tomber. Les arbres, nos fondations sont en train de tomber. C'est vraiment déplorable parce que la société Ebomaf, ils ont complètement négligé les travaux. Un petit marché s'est créé. Des jeunes avec beaucoup d'efforts vous font passer, vous et votre moto. Mais vous devez mettre la main à la poche. Il y a des gens qui nous donnent 200, il y a des gens qui nous donnent 100 francs. Il y a des gens qui nous disent directement qu'ils n'ont pas
même un franc. La situation pourrait bien s'empirer si la pluie continue de tomber et si rien n'est fait. Pour l'heure, ce sont des voitures qui semblent nager, telles des pirogues, sous le pont inachevé. Dans Tokba, on n'a même pas pu encore ramasser les ordures qui sont à Cotonou et vous voulez goudronner les rues. Mais arrêtons. Mais allez-y, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Parler, ça veut dire que vous n'espérez rien de concret à la fin du régime du président. Ça peut changer. Vous savez, les premiers jours, c'est pas pour rien que les gens ont inventé cette histoire de 100 jours, les 100 premiers jours. Oh, donc pour vous, le pouvoir, c'est comme un avion. Non, vous savez. Quand il rate le départ. Mais c'est fini. Mais c'est que moi, je n'espère plus rien, franchement. Soyons honnêtes. Et j'ai toujours dit que ce. Vous croyez au miracle? Allez-y. Parce que je suis chrétien, je crois au miracle. Et encore que le miracle, il y a des conditions, il faut avoir la foi avant d'avoir droit au miracle. Vous savez, les 100 premiers jours, on a parlé, on dit, ah, c'est trop tôt. Ils n'ont fait que ceci jour. Après, on a dit, allez, c'est trop tôt. Tu vois, moi, c'est trop tôt. On a fait 1 an. On est dans la 2e année. Rien ne se passe. Et je vous ai dit, les grandes réalisations, même le programme d'action du gouvernement dont on parle là, vous prenez les 3/4 du contenu, c'est les projets pour lesquels le financement a été déjà bouclé sous Yaïboulé. Vous n'aurez rien. Moi, je vous dis la vérité. Ça, que ça soit écrit. Les vrais projets de ce régime-là, vous n'aurez le début d'exécution qu'en 2020-2021. Parce que les gens n'ont même pas encore les études. Quel bailleur va... Le président a fait un 2e mandat, puisqu'il avisera, il a promis. Amen. Amen. Alors, honorable Valentin Dianonté, vous avez un mot de fin? Quelque chose à dire pour conclure l'entretien? Oui, pour conclure, moi je voudrais quand même que l'on donne un visage humain, c'est-à-dire au développement de ce pays. Que le régime en place sache qu'il n'y a pas de développement sans l'homme. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme dans votre télévision ici. Mais, si vous n'êtes pas là pour m'interviewer, s'il n'y a pas les techniciens pour mettre le système là, le directeur a boire son argent, l'argent ne peut rien faire. Et il ne faut pas penser qu'on peut gérer une nation comme on peut gérer une entreprise. Donc, moi je demande au gouvernement actuel, en l'occurrence au président de la République, que c'est vrai, il a été peut-être un génie dans le secteur privé, encore que dans ce secteur privé, et à part les trucs avec l'État, je ne vois pas d'autre chose. Je ne vois pas de production en tant que telle. Aujourd'hui, quand vous parlez d'une nation, il y a tout entier. Vous avez non seulement la population, vous avez les partis politiques, vous avez les confessions religieuses, vous avez les bailleurs. Tout est un ensemble d'entités. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et on est appelé à gérer un peuple. Il faut savoir écouter le peuple. Il ne faudrait pas la tête baissée, dire c'est ça que je veux, c'est ça ou rien. C'est comme si on est Dieu, ce n'est pas possible. Et la misère est grande. Je sais de quoi je parle, je vous assure. Je dis récemment, les gens quelqu'un m'a envoyé un message une nuit pour dire de lui donner 1000 francs. Sinon, qui ne pourra pas manger avec sa femme et ses enfants. 1000 francs, je vous dis. Et ça, c'est plein. On prend des mesures antisociales. Si c'est pour bien faire, d'accord. Depuis qu'on a cassé les gens là, qu'est-ce qu'on a pu mettre? On a mis sur les réseaux sociaux comment on appelle ça, des gazons. Franchement, ça mais de belles images. Les images, des images, comment vous appelez ça? Fictive? Non seulement fictive, il y a le mot qui m'échappe là. C'est quelque chose qui ne va jamais se réaliser pratiquement. Des hallucinations. Merci à vous, honorable Valentin Dianonté, Kadera Chirou. Merci à vous. Donc, de cet entretien, on retient quelques mots phares. Les signaux sont rouges vifs sur le régime Talon et pas de développement sans... Il n'y a aucune situation chaotique en 2006 et 2016. Je ne suis pas ici le défenseur de qui que ce soit, mais nous parlons ici de la dette. Nous parlons d'une situation qu'ils ont créée eux-mêmes. Et si vous voulez, je rentre maintenant dans les méandres de cette situation. Allez-y rapidement. Et j'irai de façon claire et précise. Il ne s'agit pas d'incriminer un gouvernement. Il ne s'agit pas d'incriminer un leader politique. Mais je voudrais rassurer ici que les arriérés bancaires, c'est Patrice Talon et son gouvernement qui l'ont contenté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je vous prie de bien nommer le président de la République. Le président de la République, c'est de lui nous parlons. Puisque c'est de lui il s'agit, je ne peux que le nommer par son nom. Il s'appelle M. Patrice Talon, il s'appelle Romeo Awadaï, agentier national. C'est eux qui sont allés vers les banques pour demander un certain nombre de services. Tel que par exemple, on était tous ici quand ils nous ont dit dans ce pays-là que désormais les salaires seront payés par les banques. Mais lorsque les banques vous payent les salaires, en lieu de place, vous remboursez les banques, non? Mais ils sont incapables aujourd'hui de rembourser les banques. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont incapables d'honorer leurs engagements. Et face à cette situation, on a dit que la situation n'est pas encore grave. On peut encore demander à un autre partenaire Y de venir donc rembourser en lieu et place de l'État. Mais la difficulté ici, on s'en bouble là.
on s'embourbe. Parce que le nouveau partenaire qui vient, c'est lui qui fixe son taux d'intérêt. Et l'échéancier... La société de gestion et... La société de gestion a été mandatée. La société de gestion, c'est l'interface donc désormais entre l'État béninois et le nouveau partenaire. Et le nouveau partenaire ici peut s'appeler vous, Eric, il peut s'appeler moi, Kazimik Pedion, il peut s'appeler INSY, une société donc ivoirienne ou bien, je ne sais pas, française. Parce que la société de gestion d'intermédiation, c'est des interfaces. C'est vous et moi qui avons un compte donc, au niveau donc, de cette structure-là. Ils sont au total 6 au Bénin, mais l'État béninois, pour cette opération précise, a donc commis l'expertise de la société de gestion d'intermédiation du Bénin, la SGI. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Ce qu'on risque, c'est qu'on s'embourbe là. Il faut avoir le courage de le leur dire. On s'embourbe dans un taux d'intérêt qu'on n'aura pas contrôlé parce que c'est les nouveaux partenaires qui disent, OK, puisque le risque est là, le risque d'un pays est là, moi je fixe à 30%. Je fixe à 30% l'achat des titres du Bénin. Alors quand je fais 30% et qu'on met à la fin de l'opération, qu'on mette un taux d'intérêt de 30%, ça fait encore 105 milliards de francs CFA à payer sur les 350, nous sommes banalement... L'État peut refuser. Vous n'avez plus justement la possibilité de refuser. Vous aurez des choix à faire. Mais là, en présence de... Puisque je vous explique, moi, je dis, là, nous sommes partis des bons de commande. Nous sommes partis des intentions donc, du Bénin. Le Bénin dit, tout ce que j'ai pu donc faire, c'est 350 milliards. 350 milliards. Et vous sollicite. Désormais, c'est vous qui avez la latitude de dire oui, je vous donne les 350 milliards, mais à un taux d'intérêt de 30%. Puisque vous vous êtes mis dans une situation inconfortable. Moi, de votre situation inconfortable, moi, je monte les enchères. C'est un peu comme ce que on reprochait donc à un syndicaliste qui est actuellement donc gardé et une banque de la place. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le taux d'intérêt, c'est moi qui les fixe. Donc il faut le leur dire. Alors, ils sont en train de s'embourber. Alors si pour vous c'est aussi risqué, est-ce qu'il y a une meilleure option pour l'État béninois? La meilleure option, c'est de ne pas donc mettre en péril l'économie nationale. La meilleure option, c'était de ne pas casser tout ce à quoi nous avons assisté. La meilleure option, c'est de ne pas reprendre des projets pour lesquels on n'a même pas encore fini de payer. Je donne un exemple. La voie Calavi, Bota, Révier, qui a été donc réalisé sous un prêt qui n'a pas encore été remboursé. Mais on vient de casser. Vous avez cassé l'infrastructure, vous avez raclé l'infrastructure, vous payez déjà le bon de commande, enfin, le prêt que vous avez contenté, vous payez ça. Maintenant, vous avez trouvé un autre prêt. Vous allez encore payer ça. Donc, vous payez l'autre avec son taux d'intérêt et vous payez le nouveau avec son taux d'intérêt. On leur a demandé forcément d'aller vers ça. Non, on ne leur a pas demandé. Regardez la voie qui jonche donc l'aéroport. C'est en train d'être cassé, d'être rasé. Vous allez payer le prêt contenté et vous allez payer le nouveau prêt. Ils sont en train de tout reprendre dans le pays. Alors, ils sont en train de casser les gens. Mais c'est la conséquence. Mais ça a commencé. Ils ont fait le truc. En 2016, ils sont venus avec des intentions de 2010 milliards. Alors qu'on était incapable. Le Bénin était incapable de mobiliser à l'intérieur lui-même 800 milliards. Ils sont allés à 2010 milliards. Quelqu'un leur a refusé ça? Les députés qui ont voté ça à l'Assemblée, vous pensez que les députés là leur rendaient service? Non. Et c'est la conséquence qui a commencé. Le pire n'est pas encore ce que nous sommes en train de voir. Mais le pire, non, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Le pire, c'est en 2019. Avec les explications. Cette cérémonie publique de lancement imminent du grand chantier de l'aéroport de Glodjigbe est tout sauf protocolaire, car ce vieux projet revu, redimensionné, inscrit au fronton du programme d'action gouvernementale doit passer par l'acte préliminaire d'expropriation des propriétaires terriens et autres immeubles construits sur le domaine identifié pour abriter l'aéroport de Glodjigbe. Des négociations vont s'entreprendre entre les propriétaires terriens et les responsables du projet, des négociations qui s'annoncent délicates. En témoignent ces images de négociations déjà qui commencent avant même le lancement du projet entre le responsable de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aéronautique civile, et les propriétaires terriens. Rassurer tous les propriétaires terriens qu'ils seront dûment dédommagés conformément aux lois de la République.
Le maire Georges Bada, prenant la parole au nom des 3 maires, a réitéré leur soutien pour la réalisation de ce projet. Et c'est une réalité pour nous aujourd'hui. C'est pour cette raison que, représentants de la population, protégeant les intérêts de la population, nous sommes ici pour les rassurer et rassurer la population béninoise que l'aéroport est en phase de réalisation. Ce n'est plus un doute, ce PAG du gouvernement. Ici, à Kalavikota, commence le tracé du grand contournement de Cotonou. Longtemps annoncé, longtemps attendu, mais aujourd'hui promis par celui qui veut entrer définitivement dans l'histoire, en tout cas promis pour être inauguré avant la fin de son mandat. Mais avant que s'écrive le fin mot de l'histoire de ce grand contournement censé débarrasser la traversée de Cotonou-Calavi des bouchons monstrueux, d'attentes stressogènes, bien des questions s'imposent. Est-ce qu'on peut partager avec les Béninois l'esquisse de ce qui se présente comme le tracé de ce grand projet-là? La route part du point où nous sommes aujourd'hui, conduit par le côté gauche de la route existante jusqu'à Djonou. De Djonou, le tracé idéal sera identifié, passant par Ménotin, Fifadi, jusqu'à Ladi. On va franchir le lac Nokwe par un pont, par le 4e pont de Cotonou, continuer dans la zone d'Akwakwa, aller à Glangandan et atterrir à Sémé. Le projet de contournement nord de Cotonou portera sur environ 40 km. Le profil en travers sera constitué de 2 chaussées de 4 voies chacune, séparées par un terre-plein central. Il y a également déjà le dédoublement du pont de Djonou ici à Godomé et 2 autres ponts, 2 autres grands ouvrages pour franchir les marécages aussi bien à Sémé et puis Vossa. Ici, au carrefour Semekpoji, finit notre voyage exploratoire sur le tracé du grand contournement de Cotonou, avec une question irrésolue. À quand la livraison du chantier? Aucune précision pour l'heure, sauf certitude. La livraison avant le 6 avril 2021, date à laquelle Patrice Talon va passer le témoin à son successeur en laissant derrière lui 40 km de route et de pont d'un grand projet routier tant attendu par les Béninois. Le produit 20 000 logements sociaux ne suit pas le système de financement classique qu'on connaît pour les logements sociaux. En fait, c'est un financement qui ne fait pas appel au crédit acquéreur ni au crédit promoteur, mais à un financement de l'État sur la base de ressources concessionnelles longues. Donc les 20 000 logements seront conçus avant la fin des 5 ans. Ça, vous pouvez me prendre au mot. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Merci beaucoup.